Thank you. We're now going to move on for 6 minutes to the Bloc québécois. Mr. Barcelou-Duval, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question va porter à l'Office des transports du Canada, à Monsieur Strainer. Monsieur Strainer, j'aimerais savoir si vous êtes familier avec le règlement sur les transports aériens, puis si l'Office des transports du Canada connaît bien aussi ce règlement de son côté. C'est la question, Monsieur le Président, et la réponse est très courte. Oui. Oui et oui. OK, bien, merci beaucoup, M. Strainer, pour la réponse. Parce que j'aimerais savoir si vous connaissez, en fait, le paragraphe 122C12 qui parle, en fait, du droit d'obtenir un remboursement quand, justement, le transport n'est pas fourni pour une raison quelconque de la part du transporteur. Parce que tout à l'heure, dans votre déclaration d'ouverture, vous avez mentionné que c'est écrit nulle part dans la loi que les compagnies doivent rembourser. Alors, pourtant, à l'article 122C12, c'est le contraire qui est écrit. Si on regarde comme il faut, ça mentionne le remboursement des services achetés, mais non utilisés intégralement ou partiellement par la suite de décisions du client pour poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire ou encore de l'inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque. Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui, cette section et ce règlement exigent que le transporteur, la compagnie aérienne, précise ces termes de service. Il n'exige pas exactement les termes de service. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans le règlement une obligation minimale de rembourser les clients dans ces situations. Merci, Monsieur Steiner. Okay. Mais quand on lit comme il faut, en fait, juste l'élément C puis l'élément 122C, ça dit que ce que je viens de vous mentionner, ce sont des conditions minimales qui doivent être contenues dans les tarifs. Donc, c'est donc contenu dans tous les billets et dans tous les tarifs de transporteurs. Donc, ce règlement-là s'applique pour tout le monde, non? Ce règlement s'applique, mais ce règlement dit que la compagnie aérienne doit préciser les termes de service. Il n'exige pas ou il ne dit pas exactement quels termes de service doivent être élaborés dans le tarif. Il n'établit pas une obligation minimale. Écoutez, M. Strainer, l'article 122C dit que ça doit contenir au moins les éléments qui dit qu'il doit y avoir un remboursement si le service n'est pas fourni. Je pense que c'est pas mal clair qu'il y a un remboursement. C'est clair que le tarif doit expliquer aux voyageurs quelles sont les conditions, quels sont les termes. Et l'interprétation de ce règlement est claire. Donc, je ne voudrais pas répéter encore une fois, mais ça n'exige pas, ça ne précise pas exactement le contenu des tarifs. Je pense qu'on joue avec les mots, là. Est-ce que vous êtes capable de nommer une seule cause de jurisprudence qui interprète que les passagers n'ont pas le droit d'un remboursement dans ces circonstances-là? Chaque cas, en tant que tribunal quasi-judiciaire, nous prenons des décisions dans chaque cas selon les faits et la loi, les règlements qui sont pertinents au cas. Ça veut dire qu'on considère toutes les conditions et toutes les circonstances. Donc c'est une question d'interprétation légale et comme je pense que tous les membres comprennent, ce n'est pas approprié d'interpréter pour moi en tant que président, d'interpréter la loi ou de prendre des décisions formelles ici. Il existe un processus légal pour le faire. Puis, j'aimerais savoir aussi, est-ce que l'Office des transports du Canada, est-ce que les gens qui travaillent chez vous connaissent les dispositions du Code civil du Québec en matière de consommation? Je suppose qu'une certaine partie les connaît. C'est une loi provinciale et nous sommes responsables de l'application des lois fédérales. Ah, c'est juste que dans les lois, selon le Code civil du Québec, quand un service n'est pas rendu, il doit être remboursé aussi. Alors, ça serait intéressant, en fait, que les institutions fédérales, comme l'Office des transports, soient capables de reconnaître et de faire respecter les lois qui existent déjà. Est-ce que, j'ai une autre question peut-être pour vous. Là, l'Office du transport, en fait, vous avez émis un nouveau message récemment concernant les crédits. Mais vous dites que c'est une décision, c'est un message qui est non exécutoire. J'essaie de comprendre, est-ce que l'Office des transports a le pouvoir de
faire un message non exécutoire, mais qui serait contraire à la loi? L'Office a le pouvoir de publier des messages et des documents d'orientation sur n'importe quel sujet dans sa juridiction. C'est comme vous avez précisé, comme vous avez dit, le message n'a rien changé en ce qui concerne les obligations des compagnies aériennes ou les droits des passagers. Le message a contenu des suggestions, et juste des suggestions, mais ce n'est pas une décision formelle. Puis est-ce que l'Office de transport a le pouvoir de changer la loi? Mais bien sûr que non, la loi existe et notre responsabilité est de mettre en œuvre la loi et nous le fait toujours d'une façon impartiale et objective. Vous ne pensez pas que les positions qui ont été prises par l'Office des transports remettent en cause son impartialité? Pas du tout. OK, ben c'est l'impression que beaucoup de gens ont. L'Office des transports aussi, présentement, a un retard de traitement de près de 2 ans dans les différentes plaintes. Et au printemps dernier, l'Office des transports a aussi dit que toutes les plaintes concernant le transport aérien et le remboursement des billets, vous alliez en traiter aucune avant le mois de septembre. Mais trouvez-vous savoir quel genre de message ça aux compagnies aériennes quand on dit on ne traitera pas les plaintes concernant les voyages, ça leur dit remboursez pas vos clients parce que de toute manière, on ne vous tapera pas ses doigts? Avec tout le respect, nos employés, nos fonctionnaires travaillent très fort afin de traiter toutes les plaintes qui sont devant nous. Mais il faut préciser, 99% des plaintes qui sont maintenant devant l'Office ont été reçues depuis le 15 décembre. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de 2 ans. Mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Je suis d'accord, c'est préférable de le faire d'une façon plus vite, mais c'est une question de volume. Nous avons reçu, comme j'ai dit auparavant, il s'agit d'un volume sans précédent. 22 000 plaintes depuis le 15 décembre. Donc, on travaille très fort afin de traiter toutes ces plaintes. On va commencer à traiter les plaintes qui ont été reçues pendant la pandémie, durant la pandémie au début 2021. Mais c'est une situation, c'est un défi, oui. Les nombres sont remarquables. Mais on travaille très fort. J'aimerais savoir votre avis sur, sur cette situation-là. Moi, mettons que je gérais un département des... Thank you, Mr. Burr. Thank you, Mr. Barcelona-Debelle. Thank you, Mr. Strainer. Thank you, Mr. El-Khoury. We're now going to move on for 2.5 minutes to Mr. Barcelona-Debelle of the block. Mr. Barcelona-Debelle, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Strainer, on a mentionné tantôt qu'il y a une longue attente présentement pour avoir le traitement de nos plaintes. Je vous pose une question. Moi, si je gérais un département des plaintes, que j'avais 2 ans d'attente de plaintes non traitées, puis que j'avais traité aucune plainte des 9 derniers mois, est-ce que vous pensez que je garderais ma job? Je m'excuse, mais est-ce que le membre peut répéter la question? Je vous demandais si j'avais 2 ans, si je gérais un département des plaintes, que j'avais 2 ans de plaintes d'attente sur mon bureau, puis que j'avais traité aucune plainte des 9 derniers mois. Est-ce que je perdrais mon emploi? La question pour moi, c'est si tous les employés travaillent fort, si tous les employés se mobilisent afin de traiter les plaintes. Et la réponse, quand il s'agirait des employés de l'Office des transports du Canada, est oui. Tout le monde se mobilise afin de traiter les plaintes. Et comme j'ai dit, nous avons réussi à traiter 6 000 plaintes depuis. Merci. J'ai juste 2 minutes et demie. Oui, mais vous avez quand même annoncé que vous ne traiteriez aucune plainte concernant l'annulation des billets d'avion jusqu'en septembre dernier. Puis là, vous avez reporté ça même à plus tard en 2021. J'aimerais savoir, il y a eu un message qui a été fait concernant les crédits au mois de mars par l'Office des transports qui a été révisé récemment. J'aimerais savoir si vous avez participé à la rédaction du message. Tous les messages, toutes les lignes d'orientation, tous les documents d'orientation sont rédigés par l'organisme et moi, en tant que chef de l'organisme, je suis impliqué toujours, bien sûr. OK. Puis j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a eu des communications où il y a eu des volontés exprimées par le bureau du cabinet du ministre des Transports quant à des orientations qui pourraient être prises par l'Office ou quant à l'enjeu du remboursement des billets? Nous avons communiqué avec l'Office du ministre des Transports pendant toute la crise. C'est important, la coordination pendant une telle crise.
est important, mais c'est une question de transparence, ce n'est pas une question de chercher la permission, de recevoir de la direction, mais il y avait une certaine communication afin de nous assurer qu'on ne crée pas de confusion pendant une période de crise. Thank you, Mr. Strainer. Thank you, Mr. Bursley.